Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire encore un bilan d'intersaison. C'est le 15e. On se retrouve aujourd'hui pour parler des Carolina Panthers. Pour ça, je suis accompagné de deux invités. Le premier, c'est PA. Salut PA, comment tu vas ? Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien, il fait chaud, on est bien, enfin du soleil. C'est ça, parce qu'on enregistre une semaine avant la diffusion de l'épisode. Alors je sais pas s'il fera toujours beau au moment où il y a la diffusion, mais là on crame un peu. Et c'est pas le plus simple, mais ça fait du bien. Et on est aussi accompagné, les mots m'en perdent, par Franz de Franz Panthers et des Fantasy Ballers. Surtout, comment tu vas, Franz ? Ça va super, merci. Salut Alex, salut PA, merci beaucoup pour l'invitation, ravi d'être là. Ça fait très plaisir de t'avoir. Est-ce que tu veux te présenter rapidement pour les différents auditeurs qui ne te connaissent pas, mais qui connaissent ton frère, qui est déjà venu dans le podcast ? Oui, je fais partie de la team Grosjean, donc frère de la Packers, que pas mal connaissent. Franz_Panthers sur Twitter. Donc un énorme fan de Carolina depuis 2011 et depuis la draft de Cam Newton. J'avais vu cette ovni arriver en NFL et il est tombé à Carolina et donc je suis devenu fan des Panthers. Et puis après il y a eu Luke Kuechly qui a augmenté mon affection pour les linebackers et qui est vraiment, ça a été lui mon idole. Et je suis devenu plus fan limite des Panthers que de Cam Newton avec les années. Et me voilà 13 ans après à parler de cette très belle franchise, même si elle n'est pas très reluisante en ce moment. Mais voilà, donc grand fan des Panthers depuis un petit moment maintenant quand même. Et tu as fait un tour sur le Poundcast pour faire un petit coucou à nos copains du compte français des Panthers. Oui, je les embrasse. Panthers FR, allez les suivre et leur donner de la force quand même sur leur réseau. J'ai eu l'honneur de pouvoir participer à mon premier Poundcast la semaine dernière. C'était vraiment top. Et c'est vrai que c'est compliqué en ce moment, donc il faut se serrer un peu les coudes. Et puis j'ai la chance de faire partie d'une autre équipe de podcasteurs fous et de passionnés, mais d'un jeu parallèle qui est la fantasy. Donc je fais partie de Fantasy Ballers. Pour tous ceux qui ont envie de parler de fantasy, qui ont envie de s'y mettre ou alors qui ont envie de débattre, allez suivre Fantasy Ballers et allez nous écouter les podcasts. On a également un site web qui est dans la description de Fantasy Ballers. Allez les voir et allez lire les articles. En tout cas, si vous aimez ce jeu, c'est assez passionnant de pouvoir tous en discuter sur les réseaux. Pour ceux qui écoutent le podcast sur Spotify, il y a des podcasts suggérés qu'on a mis qu'on a proposé. Il y a les Fantasy Ballers, il y a The Trick Play également. Je crois qu'il y en a un autre, mais je sais plus qui on a mis. Mais en tout cas, voilà, si vous avez envie juste d'un lien pour les épisodes de Fantasy Ballers, n'hésitez pas, vous allez voir, vous cliquez sur le profil Le Front Office et vous devrez avoir le podcast vous suggère ou quelque chose dans le genre. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Donc, j'imagine que j'ai deux fans de Cam Newton puisque c'est l'idole de vos deux franchises, n'est-ce pas PA, des bons souvenirs. Alors, moi j'ai bien aimé son passage, il y a eu des petits problèmes et je pense que la fin en autre boudin est liée plus à son manque d'envie de se vacciner contre le Covid, plus qu'autre chose, parce que la première année, justement, ça avait posé quelques problèmes lors d'un déplacement chez les Chiefs et 2-3 semaines après. Donc voilà. Donc non, moi j'étais content de l'avoir dans notre équipe. Je pense que d'ailleurs j'avais tweeté là-dessus. Donc je ne mens pas quelques années après. J'étais très content que ce soit lui qui prenne l'après Brady, parce que justement je le trouvais radicalement différent. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était le bon joueur pour les Patriots et l'équipe qui était en place. Donc non, que de l'amour pour Cam. Bon bah c'est parfait, ça démarre bien l'épisode. On va pouvoir du coup faire comme d'habitude le petit sommaire, retour sur 2023, cap sur l'intersaison avec la free agency puis la draft, et ensuite on regarde vers 2024 si on peut faire mieux qu'en 2023. Spoiler, France, on espère, parce que sinon là, ça risque d'être un peu compliqué à l'avenir pour beaucoup de choses. Puisque
En 2023, vous avez fini en 2-15 après un départ en 0-6. Beaucoup de défaites, 2 tranches de 6 défaites consécutives. PA, je vais te laisser commencer avant qu'on puisse avoir l'avis de Franz qui l'a vécu complètement. Gros naufrage de ces Panthers, ou est-ce que tu t'y attendais un petit peu au vu de l'effectif et voilà, que pensais-tu de cette franchise? Je m'y attendais pas du tout. Je pense, alors c'est toujours la même chose avec un QB rookie, mais je vais passer outre Bryce Young parce que voilà, ça reste un QB qui doit faire ses preuves. Mais on disait souvent que les Panthers, ils étaient à un bon quarterback d'aller en playoff, d'être un contender sérieux, parce que l'équipe en place était très bonne offensivement et surtout défensivement. Et c'est vrai que du coup, ils ont fait un semi-all-in, je dirais, pour avoir le quarterback qu'ils désiraient, et ça a fait pchit avec seulement 2 victoires. Donc c'est vrai que c'était très étonnant pour le coup, parce que comme on disait, on pensait qu'ils étaient qu'à un seul QB d'être une vraie belle équipe. Donc peut-être que le mal était un peu plus profond. On pourrait y revenir, mais peut-être que le trade justement et l'envoi de DJ Moore chez les Bears a eu son importance aussi dans l'effectif. Ouais, je suis d'accord avec toi, PA. Clairement, même moi j'étais surpris également. On avait quand même des intentions, de fermes intentions, mais le all-in, il est plus que sur le quarterback. Le all-in, il est sur à peu près tout, puisqu'on a même changé d'offense, changé de head coach. C'est tout qui a fait pchit. Donc l'idée de faire, on pourra en parler, mais l'idée de faire all-in, elle est pas débile en soi. Alors il y a plein de choses qui peuvent être reprochées après coup, il y a plein de choses qui peuvent être reprochées sur le moment, mais force est de constater qu'il y avait une solide défense, qu'on avait un super receveur, qui est parti, d'accord, mais on avait de quoi faire. On a une ligne offensive qui avait très très bien marché, qui avait plutôt bien protégé Baker Mayfield, et puis Sam Darnold, qui avait montré de belles choses avec Austin Corbett, avec Bradley Bozeman, avec des gens qui revenaient un petit peu de quelques cendres, parce que c'était les Ravens pour Bozeman et c'était les Rams pour Austin Corbett. Donc ça marchait plutôt bien. Donc oui, se dire on est à un quarterback d'y arriver, c'était assez légitime. Et puis patatras. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre sur la saison, hein, contrairement aux autres épisodes que vous avez pu faire où on pouvait aller dans le détail de la première partie, de la moitié. Non, là c'était un naufrage permanent. Il y a peut-être un match que moi je retiens, c'est celui contre Green Bay. Alors pas la victoire contre les Texans, parce que les Texans n'étaient pas encore à fond, et puis peut-être que voilà, on s'en fiche un peu, mais la victoire contre Green Bay était la seule vraie victoire offensivement belle que l'on ait faite. Or, c'est l'attaque qui a été le plus gros point d'interrogation, quel plus gros point d'interrogation en cette off-season. Et là, on a vu que Bryce Young savait quand même jouer au foot, qu'il y avait peu d'erreurs, qu'il y avait un beau jeu à la course, peut-être que les Packers nous ont pris un peu de haut, peut-être. Néanmoins, côté Panthers, ça a été plutôt solide. On va essayer de garder ça en tête, quoi. Mais c'est tout ce qu'il y a à dire sur la saison. Saison compliquée, puisque même la pré-saison, c'était que des défaites. Donc en vrai, t'avais peu de... Bon, après, la pré-saison, t'as personne qui joue réellement de l'équipe, hein, mais c'était assez difficile comme saison. Tes victoires, tu gagnes avec 15 points et 9 points. C'est un peu fébrile, donc ouais, c'est dur, bon. C'est dur à regarder. Et puis tu vois les blessés s'accumuler, j'en parlais, mais bon, t'as Austin Corbett qui a été blessé, out 13 matchs, Brady Christensen, garde gauche, out pour toute la saison, Bradley Bozeman qui est pas au niveau en centre, donc forcément si ta ligne offensive elle se délite un tout petit peu, puisqu'on a nos remplaçants en plus. Alors là, ça n'a pas marché du tout. Le pauvre rookie quarterback, aussi fort qu'il puisse être, il s'est fait manger. Il a pris 62 sacs dans la saison. Voilà. Tu parles du centre qui était pas au niveau. On en parlait lors de l'épisode précédent avec les Broncos et avec Prince. Que là, pour lancer Bonix, ça risque d'être compliqué parce que tu as un centre qui n'est pas forcément au niveau de ce qui arrive sur la saison prochaine. C'est vrai que quand tu as une relation avec ton centre qui n'est pas ouf pour démarrer une carrière, t'es pas au mieux du mieux.
Donc là, ça se répercute. On peut voir ce qui s'est passé du côté des Panthers. Est-ce que tu as tout de même, ou peut-être PA, est-ce qu'il y a quand même quelques petits motifs de satisfaction du point de vue des Panthers de la saison 2023? Ouais, en regardant de mon côté, du coup, je me suis aperçu que les Panthers, en termes de yards encaissés à la passe, ils étaient premiers de la ligue. Donc Voilà. pire ou Donc, premier? Non, premier, top 1. Ok. Top 1 de la ligue. Voilà, tu vois, je vois ta tête que tu es surpris aussi. Et c'est vrai que c'est surprenant. Contre la course, ils sont au dernier tiers. Ils se prennent 25 touchdowns à la course, dernier de la ligue. Et ils sont le dernier en termes de nombre de sacs. Donc en fait, c'est étrange parce que généralement on dit que quand il y a de la pression, ça facilite en fait le jeu aérien pour les cornerbacks. Il se trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de pression, pas beaucoup de sacs en tout cas, mais ils sont quand même premiers de la ligue en nombre de yards. Donc je sais pas. France, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que ça te surprend ou est-ce que du coup, ce que tu as pu voir des matchs, c'est quelque chose qui ressortait? Non, on mettait très bien la pression et encore, on était bon contre le jeu aérien alors qu'on n'avait pas notre meilleur cornerback sur le terrain pendant toute la saison non plus, Jesse Horn. Mais c'est pas tant là. Déjà, je pense que les équipes pliaient le match assez rapidement, premièrement, donc on pouvait faire courir, soyons honnêtes. Et la deuxième raison, c'est que oui, on avait quand même une défense qui était plutôt OK pendant la saison. La défense contre la course n'était pas bonne. On y a remédié pendant la off-season, un petit peu. Mais après, on avait quand même de très bonnes pressions mises par nos linebackers, avec pas beaucoup de sacs, mais beaucoup de plaquages, des très bons plaquages. Et puis, on jouait plutôt bien en presse. Mais dans la réalité des faits, c'est simplement qu'on n'avait pas besoin de jouer 4 cartons à fond contre la passe. Elle est la réalité. On peut du coup passer à l'intersaison si ça vous convient. On peut commencer à en parler. Vous aviez 35 millions de cap disponibles avant cette free agency. Est-ce que déjà avant de parler un peu plus en détail sur chaque choix, est-ce que toi France tu vois des besoins criants lors de cette free agency avant de la démarrer ou avant l'off-season de manière globale ou partout quoi. Ouais, voilà. Partout. Mais oui, mais en fait, PA l'a dit. On était dernier tiers. On était dernier tiers contre la course. Et on avait le quarterback le plus saqué de la saison. Donc, tu as là tes deux priorités de la off-season. Et pour le coup, les deux priorités ont été traitées. Très bien. Et ben on va pouvoir commencer à en parler. Est-ce que tu veux commencer avec des choix qui t'ont plu, par exemple? Est-ce que on voit moi notamment de mon côté, côté Dolphins, j'ai vu Robert Hunt partir chez vous avec un prix assez élevé, avec 20 millions par an à peu près et beaucoup de garanties. Est-ce que tu trouves en Robert Hunt quelqu'un qui te satisfait pour protéger Bryce Young notamment? Et après, c'est pas que lui évidemment, mais est-ce que déjà en voyant ça te plaît? Oui, énormément. Et je vous vois tous venir. Oui, c'est très cher. Mais attends le choix. Qui a envie de venir jouer ici? Personne. Toi? Oui, mais alors moi, je suis un peu trop vieux déjà. Et puis, je suis surtout très très mauvais. Non, et surtout en garde. Je pense qu'il me manque quelques kilos. Non, là aujourd'hui, tu viens pas aux Panthers pour avoir une bague dans 2 ans. Donc, tu viens aux Panthers pour aider peut-être une franchise que tu aimes, peut-être pour revenir auprès de ta famille comme un autre defensive end dont on va parler, mais tu viens aussi pour l'argent. Donc, c'est comme ça que tu vas les attirer. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a pris un peu tout le monde de court. En évitant de trop longues conversations avec d'autres franchises, et on a dit bon ben voilà, c'est 100 millions. De toute façon, ma pépite c'est quoi? C'est mon quarterback. Donc pour mon quarterback, je vais faire ce qu'il faut pour le protéger. Ikem Ekwonu, qui est notre left tackle, est à une saison d'être un bust. Soyons très honnêtes. Pour le moment, il est pas du tout au niveau. Mais comme c'est un top 10 de draft, tu vas pas commencer à changer tes plans maintenant. Un left tackle, c'est compliqué, on le sait. Eh ben, mettons un garde de renom qui va faire le taf. Il se trouve que toi,
n'a subi qu'un sac quand ça venait du côté de Robert Hunt. Et ben voilà, c'est QFD. Donc Robert Hunt, oui, je suis hyper content. Et à côté, il se trouve qu'on a un nouveau head coach qui veut courir le ballon. Et ben on va payer très cher un autre garde de l'autre côté qui s'appelle Damien Lewis, qui nous vient de Seattle. Et donc tu as pris 2 gardes pour ton identité offensive. 1, protéger ton quarterback. 2, courir le ballon. Qu'est-ce que tu en penses, toi, PA? Qu'est-ce que tu en penses, PA, toi, de ton côté? Est-ce que c'était un des 2 noms que tu voulais mettre en avant, ou est-ce qu'il y a un autre nom? Non, moi, c'était du coup les 2 noms. Complètement, je rejoins complètement Franz sur le fait de devoir surpayer quand on est une équipe qui finit avec un bilan négatif, qui n'a pas pour objectif immédiat de faire les playoffs. Donc voilà, c'est le jeu. Et puis quand ça recommencera à gagner, du coup voilà, les free agents voudront un peu plus venir, ou en tout cas à des prix moins surréalistes. Mais oui, comme disait Franz, c'est le prix à payer pour protéger ton quarterback rookie ou sophomore. Donc allons-y. S'il y a du cap, allons-y, dépensons-le. Hein. Mais du coup, effectivement, Robert Hunt, Damien Lewis, c'était des joueurs titulaires dans leurs équipes, hein, Miami, Seattle. C'est pas déconnant. Et pour le coup, Damien Lewis, 33 millions sur 4 ans, sur des postes de garde, c'est pas infamant non plus. Hein, ça fait 13-14 millions de l'année. On a vu bien pire, on a vu des tarifs bien pires pour des joueurs plus médiocres. Donc non, plutôt content de cet investissement-là en tout cas. Ça aide à protéger, et c'est limite des fois tu te dis est-ce qu'ils auraient pas pu le faire un an avant, mais au moins ils ont vu ce qu'ils avaient, et avec votre nouveau coach d'ailleurs, est-ce que tu l'aimes toujours, ton nouveau coach, ou Franz, ou parce que je me souviens qu'au moment de l'annonce t'étais pas super content. Est-ce que ça va un peu mieux depuis, ou... Je suis souvent un peu impulsif dans mes tweets quand les choses arrivent. On n'a pas parlé de la draft encore. Non, mais en fait, le truc, c'est que ce que j'avais pas aimé, c'est pas tant Canales. Je veux dire, Canales, on le connaît pas tant que ça, à part pour les férus des Seahawks, par exemple, et les fans des Bucks, et encore, les fans des Bucks, c'est qu'une saison. Mais on le connaît pas tant que ça. C'est toujours un risque quand un coordinateur très très jeune passe être coach. On est d'accord. Mais on en revient à 2 trucs. Au début, ce que j'aimais pas, c'était le côté impulsif de l'affaire. On l'a signé à une vitesse. Pour moi, c'est ça qui m'énervait. C'est qu'on a encore précipité les choses. Et qu'en plus, on le signe avec encore un contrat de 6 ans. Je rappelle qu'on se tape encore le Matt Rhule qui nous a pourri notre franchise, à qui on a donné un pognon dingue pour 7 ans de contrat, pour au final le virer au bout de 3 ans et demi. Et 2 ans et demi, 3 ans et demi, je sais plus, j'ai même plus envie de le garder en tête. Mais, et donc, quand j'ai vu ça, ma réaction, elle est forcément impulsive. On refait la même bêtise. Maintenant, quand tu prends du recul, encore une fois, qui tu veux engager? Tu sais que si tu fais durer les discussions avec tous les coordinateurs qui existent, qui ont des rendez-vous avec les meilleures franchises, ils vont aller là-bas, ils vont pas aller chez nous, hein. Ils vont pas s'enterrer. Donc il y en a un qui a l'air d'avoir un projet, qui habitait pas très loin en plus, donc ça va. Et ben tu le prends et t'y vas quoi. Et puis pour terminer, il se trouve que on est peut-être bon dans beaucoup de choses aux Panthers, mais on est très fort dans une chose, c'est la com. Et quand tu regardes ce que fait la com des Panthers, et notamment, allez voir, même si vous n'êtes pas fan, The Blueprint, qui est la petite série des Panthers sur YouTube, c'est fabuleux. Et en fait, tu découvres un peu le personnage que c'est. Et en fait, c'est un mec qui est sous coke en permanence, quoi. Et donc, si tu veux, t'as une espèce d'affection. Il te hype il te hype tout le temps. Et il a cette énergie un peu jeune, un peu, voilà, qui te fait, allez, let's go. Magie, je vais te regarder jouer. Je vois totalement. Écoute, on a un peu le même quoi, côté Dolphins. Hein. Ah moi il est Mike McDaniel, il a son truc aussi. Hein. Il est. Tu le regardes des fois, tu te demandes à quoi il pense quoi. C'est clair, ils ont le même dealer, je pense. Hein, franchement. Ouais. C'était pratique parce qu'il était en Floride, il pouvait faire les allers-retours assez rapidement. Mais là maintenant, il va falloir qu'ils prennent l'avion. Bon après, c'est des questions budgétaires. Il arrivera à s'en sortir, je pense. Non, mais il a une vraie identité. Il l'explique.
Et il a été très clair depuis le début sur ce qu'il voulait faire de son offense. Et il a mis des actes, et on va en parler, des actes derrière les mots. Ouais, totalement. Et puis Canales, c'est Geno Smith, c'est Baker Mayfield sur les années précédentes, une renaissance de ces deux joueurs. Donc sur Bryce Young, on peut espérer une bonne partie du développement, qui peut aussi passer par un autre point qui est le joueur que je voulais mettre en avant. Moi, c'est l'arrivée de Deontay Johnson, que j'aime beaucoup. En tant que joueur, je trouve très sous-coté. C'est le receveur le plus fiable, le plus sous-coté, je trouve, de la ligue. Il arrive là en trade, il a 28 ans, il va te coûter 18 millions à l'année pour un receveur 1 ou 1 bis. Je trouve que ça te coûte pas très très cher pour un receveur prouvé. Il arrive là avec l'ambition, je pense, en tout cas d'être un bon trio. Si ce n'est le receveur 1 de cette équipe avec Adam Thielen et Xavier Leggett qui a été récupéré à la draft. Johnson, c'est une sûreté, c'est une valve de sécurité. Je trouve que pour un QB rookie, c'est le receveur limite que tu veux, hors les top receveurs de la ligue. Et je trouve que du coup, c'est un super move d'avoir récupéré Deontay Johnson. Alors effectivement, là, on parle des 3 plus grosses recrues en termes de salaire. Donc forcément, au moment où ils prennent la décision, on peut être d'accord. On verra comment ça se passe à l'avenir. Mais en tout cas, je trouve au moment de la décision, c'est une très bonne décision. Je peux répondre sur ce point, si tu me permets, Alex. C'est un... Moi, j'y croyais pas au début. Je croyais que c'était une blague parce que c'est un des meilleurs route runners de la ligue. Il est dans le top 3. Et quand tu regardes les All 22, donc des actions offensives des Panthers, où tu vois les 11 attaques et les 11 de défense, et c'est là où je dis qu'il faut se calmer par rapport à Bryce Young, qu'on n'a pas tout vu, c'est que énormément de temps, soit la ligne offensive prenait l'eau, on en a parlé, soit alors les receveurs n'arrivaient pas à se séparer. Et quand t'es rookie et que tes receveurs se séparent pas, à un moment donné, tu paniques un peu, c'est normal. Et il y a Adam Thielen qui a fait du taf à 53 ans, bravo à lui, mais pour le reste, ça a été très très compliqué. Et tu mets un route runner, voilà. Tu mets un mec qui va réussir à se séparer. Il va pas forcément te faire des actions hyper flashy, mais il va être efficace. Et ton but, c'est de prendre des first downs. Il faut mettre en confiance ton quarterback, prendre des first downs. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Deontay Johnson. C'est parfait. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs dont vous voulez, dont peut-être l'un de vous deux veut parler lors de cette free agency qui est arrivée et qui vous a plu? Franz, peut-être. Vas-y, Franz, ouais, vas-y. Bon, non, juste parce que on a peut-être tradé, on a quand même tradé DJ Moore, mais on a aussi tradé Brian Burns. Et ça, pareil, il y a eu des larmes sur Twitter, mais je pense qu'il faut arrêter. Il valait pas 30 millions par an. Il n'a pas prouvé qu'il valait 30 millions par an. Et je peux comprendre le front office de pas avoir accepté et de s'être dit, au lieu d'avoir un joueur que je vais surpayer, parce que c'est surpayé, 30 millions par an, par rapport à ce qu'il a fait. Hein. J'espère qu'il va faire 20 sacs la saison prochaine aux Giants. Je le souhaite pour lui. Mais il l'a pas fait pour le moment. Donc du coup, tu prends 3 joueurs pour le même salaire, ou même un peu moins. T'en prends 3 qui vont te permettre d'avoir de la variété. On joue en 3-4 dans la défense des Panthers, donc qui vont te permettre d'avoir de la pression des deux côtés, plutôt que d'avoir un super joueur, ou que tu payes 30 millions, qui vient toujours du même côté, ou alors que tu vas voir venir. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, et ça mérite d'être souligné. Et donc les 3 joueurs, c'est DJ Wonnum, Keleven Chesson, et évidemment J.J. Clooney. Ouais, ça c'est toujours bien quand tu peux avoir 3 joueurs plutôt que d'avoir exactement ce que tu viens de dire, je suis totalement d'accord, d'avoir plusieurs menaces, parce qu'en plus c'est souvent les joueurs que tu payes cher, d'un coup ils se blessent, c'est triste, mais du coup t'as 28 millions qui sont sur le bench au lieu d'en avoir 10 ou 6 ou 2 pour Keleven Chason par exemple. Là tu te retrouves quand même avec un peu mieux et un peu plus de profondeur. On peut passer sur la partie un peu plus négative. Est-ce qu'il y a, PA, toi, des moves que tu as un peu moins aimés, que ce soit au terme d'arrivée ou des départs qui t'ont un peu attristé? Moi, c'est plutôt un départ qui m'a attristé. Donc, du coup, c'est pas Burns, c'est le second linebacker, Frankie Louvou. Pourquoi garde-le? 31 millions sur 3 ans, il signe à Washington, qui
pas mieux loti que les Panthers actuellement. Garde-le, j'avais l'impression que c'était un petit peu l'âme de l'équipe sur les dernières années. Tu parlais en tout début d'émission, France, de Luke Kuechly. Voilà, c'était ce type de joueur, en fait. Ce type de joueur, en tout cas, sur l'aspect émotion, sur l'aspect impact. J'avais l'impression que c'était l'âme défensif des Panthers. Je trouve ça dommage de le voir partir. Après, je comprends parce que derrière, il y a l'acquisition d'autres linebackers, soit extérieurs avec des outside, soit en D-end, soit en linebacker pur comme Jewell. Mais pour 30 millions sur 3 ans, donc ça fait 10 millions l'année, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage pour la défense, en tout cas, qui était en place. Franz, tu as entendu manger ton chapeau au moment où on a comparé Frankie Louvu à Luke Kuechly. Je parle pas en termes de technique et de reconnaissance de jeu, mais vraiment en termes d'impact et de leadership. Oui. C'était un des fan favorites, clairement. Il était adoré. Et c'est un mec qui s'est relancé à Charlotte, parce qu'il venait des Jets et qu'on l'utilisait pas aux Jets correctement. Et il faut quand même rendre à Jets France ce qui lui est dû, puisqu'il nous avait dit qu'on avait fait une super signature en le prenant. Et il avait raison, c'était notre meilleur plaqueur. Alors, on n'est pas dans les bureaux, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que il voulait aller voir ailleurs. Peut-être que la proposition de Washington était trop dure à refuser et qu'on n'arrivait pas à s'aligner. Vous avez parlé du cap. Le cap était pas non plus dingue. Et il se trouve qu'on a fait des investissements ailleurs. Voilà. Il faut faire des choix. C'est un peu triste. Et puis, peut-être qu'on avait estimé qu'il avait atteint son plafond et qu'on n'allait pas, que ça allait descendre à partir de ce moment-là. Mais oui, c'est triste, mais bon, c'est le business. Est-ce que toi, France, il y a des moves que tu as un peu moins aimés dans cette free agency, ou tu trouves que global, enfin peut-être pas parfaite, mais est-ce que tu trouves que c'est une très bonne free agency? Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je trouve que c'est une très bonne free agency. Je suis un peu surpris d'autres joueurs qui partent. Remplacer Von Bell par Jordan Fuller. Ok, peut-être que Jordan Fuller c'est mieux. Et puis moi j'ai un petit peu des doutes sur excusez-moi, je triche parce que j'ai un peu oublié son nom, je suis navré, le cornerback de Dane Jackson, voilà. J'ai plutôt bien aimé Josie Jewell aussi. Je trouve que c'est une bonne free agency. Oui, c'est ça, bonne free agency, mais je trouve que Dane Jackson c'est un peu bizarre. J'ai pas l'impression qu'il ait vraiment réussi à montrer qu'il était un numéro 1 bis 2, parce qu'on a Jesse Horn de l'autre côté qui est notre numéro 1, mais à remplacer Dante Jackson qu'on a dû laisser partir pour mettre Dane Jackson qui pour moi est un peu est moins bon et n'a pas réussi à prouver. J'ai un petit peu du mal à comprendre le move, et je trouve que derrière côté cornerback du coup on est un peu léger. C'est pour ceux qui font pas leur taf et qui voient des Jackson, des Panthers, ils se disent oula, on va pas lancer par là. Et, peut-être. 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 Mais c'est juste un travail de D-Jax. D-Jax. Ouais, c'est peut-être ça. Mais ça va lancer de son côté. En tout cas, s'il n'arrive pas à prouver là maintenant, cette année, c'est fini. Ça risque d'être compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs, peu importe de la manière dont vous voulez en parler, dans cette équipe, enfin dans cette free agency notamment? C'est vrai qu'on a fait on pourrait en parler des heures tellement il y a eu de mouvements, mais on a fait le tour. Il y a juste A'Shawn Robinson qui est un defensive tackle qu'on a repris en plus pour arrêter la course. On disait qu'on était dernier tiers, donc la course, il arrive pour ça. Et c'est de la viande, c'est de la bonne viande à côté de Derrick Brown. Je sais pas comment tu vois le soleil. C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé depuis. Il a été aux Lions, Robinson. J'ai beaucoup aimé depuis ce moment-là. Et je l'ai pas dit, mais Derrick Brown, il a détenu un record l'année dernière, un premier defensive tackle à 103 tacles. Ouais. Donc il est présent, il a enfin explosé. Donc c'est chouette pour lui. J'ai une question, Jeremy Chinn. J'avais l'impression que c'était un bon joueur. Ouais, j'ai vu. Et j'ai l'impression que c'était un très bon joueur de la défense. Je me suis trompé sur toute la ligne ou C'est une super question.
Et je dirais que c'est un peu le lot de ces joueurs hybrides. Vous vous rappelez d'Isaiah Simmons, par exemple, qui était à la draft il y a 3 ans, je crois, qui était considéré comme un athlète freak, un mec générationnel, qui a été pris aux Cards très tôt. Nous, on a pris Jesse Horn dans la fanbase. Tout le monde s'est dit wow, comment on peut passer à côté d'Isaiah Simmons, machin, tout. Au final, Pete aussi. Hein. D'ailleurs, il est aux Giants lui aussi maintenant, c'est drôle. Et ben, Jamie Sheen, super joueur. Mais le problème, c'est que tu as un defensive coordinator qui a une philosophie qui est très précise de son défense et on va l'écouter parce que c'est le seul qui fait correctement son boulot. Donc, il fait sa 3-4. Il a besoin de safety de profession. Et avec Jeremy Chin, tu sais pas où le mettre. Tu sais pas si tu le mets dans la box, tu le mets en linebacker, tu le mets en safety. Il a des problèmes de couverture sur les côtés, donc tu peux pas vraiment le mettre en free safety. En strong safety, c'est vachement bien, mais il y a des moments où ça vrille dans son cerveau, tu sais pas pourquoi. Mais c'est un super plaqueur. Mais du coup, en fait, il excelle nulle part. Et ce qui fait que tu sais pas trop quoi en faire. Si on peut le comparer, si je te dis Jamal Adams, je préfère Jamal Adams même à Jeremy Chin. Et pourtant que j'ai failli acheter le maillot de Jeremy Chin, mais Jamal Adams c'était plus complet que Jeremy Chin, je trouve. Ok. Top. Bah écoutez, on peut aller voir du côté de la draft maintenant pour avancer et voir ce qui s'est passé. Donc vous n'aviez pas le premier pick overall qui a été du coup envoyé aux Bears et qui ont piqué Caleb Williams avec, puisque vous l'avez envoyé lors du trade pour aller récupérer Bryce Young l'année dernière. Cependant, au premier tour, après un petit trade-up, vous avez récupéré Xavier Leggett, receveur de South Carolina au pick 32. Au deuxième tour, vous avez récupéré Jonathan Brooks, running back de Texas. Au troisième tour, Trevin Wallace, linebacker. Au quatrième tour, Jatavion Sanders, tight end. Au cinquième tour, Cho Smith-Wade, cornerback. Au sixième tour, Jaden Crumedy, defensive tackle. Et au septième tour, Michael Barrett, un linebacker. PA, pour commencer peut-être, comment est-ce que t'évalues toi rapidement cette draft? Est-ce que tu trouves que c'est une draft satisfaisante, bonne, moyenne? Ça comble des besoins. Non, ça comble des besoins. Il y a un DT, il y a deux linebackers, un corner, un receveur. Après, c'est le choix des joueurs qui fera. Hein. On a fait il n'y a pas très très longtemps notre émission sur les Colts. On avait à peu près le même discours. Les choix et les positions, hormis un, mais on reviendra dessus, sur la position en tout cas, sont plutôt cohérents. Maintenant, on verra sur le terrain. Je sais pas, toi, France, ce que tu en as pensé de la draft? Moi, j'ai plein de problèmes avec cette draft. Mais... Ça, c'est normal, on est fan, c'est normal. Quand on est fan, on a toujours plein de problèmes. Mais j'ai pas de problème avec les joueurs parce que je me permettrais pas de savoir avant, et puis surtout que je suis pas assez connaisseur en college football. Moi, tu dis qu'on avait des besoins. Oui, d'accord, on a des besoins, mais on avait tellement de besoins qu'au final, limite, tu pouvais prendre un peu partout. Quoi qu'il arrive, tu comblais un besoin. Mais moi, ce qui me dérange, c'est quel profil on prend à quel moment de la draft et surtout d'après quel move. Lors de cette off-season, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a changé le coach, mais on a changé également le GM, qui était Scott Fitterer, qu'on a bazardé pour prendre son assistant, Dan Morgan, ancien linebacker des Panthers qui a fait toute sa carrière, keep pounding, Sam Mills, tout ce que tu veux. On sort les violons et on y va. Génial. Dog mentality, des super mots. Ok. Mais derrière, ça reste l'assistant de Scott Fitterer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Dan Morgan? Ça veut dire qu'il a rien dit pendant toutes les conneries qui ont été faites par Scott Fitterer? Ou alors maintenant, ça y est, c'est lui qui prêche la bonne parole. Et le grand dirigeant David Tepper, qui est notre propriétaire, se met à écouter son directeur sportif. Moi, ça me fait un peu peur, ça. Et quand on regarde la draft, on voit des décisions, certes, fortes, mais alors des trucs où j'espère que c'est pas du marketing derrière. Xavier Liggett, parce qu'apparemment on dit Liggett, Xavier Liggett,
il le voulait depuis apparemment le début du Combine. C'est un gars de la région, c'est un mec qui a une histoire de fou. On en a fait des tonnes d'un point de vue marketing sur lui, et on monte au premier tour pour le prendre. Tu vas pas me dire que Buffalo le voulait? Alors là, j'y crois pas. Et deux, tu montes pourquoi? Pour avoir une 5e option. Donc moi, j'ai un problème avec la 5e option du premier tour. C'est que moi, la valeur qu'on lui donne, je la comprends pas. Alors, je veux bien qu'on m'explique, moi, mais moi, je la comprends pas. Parce que si tu as besoin d'avoir la 5e option, ça veut dire qu'en 4e année, t'as pas fait ce qu'il fallait pour prolonger ton joueur, ça veut dire que tu as encore des doutes sur lui. Et donc, tu te protèges derrière une 5e année en option potentielle. C'est ce qui nous arrive avec Jesse Horn, le cornerback actuellement, où on a activé la 5e option, ce qui fait que s'il fait une saison extraordinaire cette saison, eh ben, il sera libre de pouvoir prendre un contrat mirobolant ailleurs s'il le veut. Donc moi, j'ai du mal avec cette de bouger au premier tour pour avoir la 5e option. Je la comprends pas. Mais bon, je travaille pas dans un front office. Et puis après, il y a le trade-up. Alors, j'étais content qu'on trade down au second tour. Et puis après, on trade-up pour un running back. J'ai reçu des messages de soutien de partout. Ça a fait vraiment plaisir. Alors pareil, d'un point de vue impulsif, c'est compliqué à comprendre. Et puis après, quand tu te penches encore une fois sur Canales et que tu écoutes ce qu'il dit, le mec, pendant la draft, on le voit lors de Blueprint, pendant la draft, quand il dit « Moi, j'aime ce joueur ». Voilà. En gros, il a dit « Moi, l'offense, c'est moi qui l'a fait ». Et oui, on a Chuba Hubbard. Oui, on a Miles Sanders qu'on paye beaucoup trop cher. Oui, on a Raheem Blackshear qu'on a reprolongé. Mais c'est pas suffisant. Je veux courir. Et donc, je prends ce que je considère être le meilleur running back de la QV. Est-ce que j'aurais pu l'avoir plus tard? Peut-être. Mais ils se sont dit, OK, il y a les Giants qui sont juste avant nous. Et je prends pas le risque. On ne sait jamais. Les Giants pourraient aller chercher Brooks pour remplacer Saquon Barkley. Merci. Pour remplacer Barkley. Du coup, je court-circuite et je monte. Mais sur le coup, ça te fait bizarre. Oui, bah, quand tu as l'explication comme ça, oui. Mais sur le coup, oui. Je veux dire, centre, il y en avait, on ne prend pas. Linebacker, il y en avait, on ne prend pas. Cornerback, on a des grands manques, on ne prend pas. Et là, tu te retrouves à prendre un receveur. Moi, j'étais même pour ne pas prendre un receveur au premier choix. Hein. Tu te retrouves à prendre un receveur running back. What the fuck? À un moment donné, solidifie un peu tout ça. Donc, les joueurs en eux-mêmes... Alors après, on fait des très bons choix. Je suis très content de Jatavian Sanders, par exemple, au 4e tour. Notre tight end. Super. Mais c'est pour ça que moi, je trouve que la draft est à peu près moyenne, parce que j'ai hâte de voir les joueurs, mais je trouve que la manière dont on a drafté est pas ouf. PA, est-ce que toi, donc, est-ce que tu veux parler d'un joueur en particulier, que ce soit en positif ou en négatif, rebondir sur ce que Franz dit, fais-toi plaisir. Ouais, je parlerai sur un joueur en positif. J'ai juste une question. Ça a été confirmé par le front office, l'histoire de la 5e année pour Liggett? Oui. Ok. Parce que du coup, il y avait aussi une autre théorie qui voulait que les Patriots avaient appelé les Bills pour monter en 32 parce qu'ils étaient intéressés justement par Liggett ou par Coleman. Et du coup, les Bills se sont aussi gargarisés de dire, nous, on l'a mis un peu à l'envers aux Patriots. On a préféré trade avec les Panthers parce qu'on savait qu'ils n'allaient pas prendre Coleman. Ça a été leur discours. Donc, je sais pas après si, du coup, voilà, les Panthers étaient aussi informés de ça. Mais écoute, la 5e année a été aussi confirmée, mais ouais. Ça peut avoir du sens. Ben, déjà, premièrement, il parlerait pas des Bills, donc on pourrait pas le savoir, ça. Mais ça peut avoir du sens. Tu sais pourquoi? Parce que Dan Morgan a travaillé aux Bills. Ok. Et donc, il était proche du GM, j'ai oublié son nom, pardonnez-moi, des Bills. Et apparemment, ils auraient une discussion avant la draft en disant je t'appellerai certainement. Et les Bills auraient dit est-ce que tu veux Keon Coleman? On aurait répondu non. Et du coup, ils auraient dit bah vas-y, monte. C'est Brandon Et ça Bean. peut. Pardon? Brandon Bean. Oui, voilà, Brandon Bean. Et Brandon Bean, étant donné qu'il préfère Dan Morgan par ses vieilles années, aurait dit bah vas-y, fuck les Patriots. C'est très logique. Bien ça. Tu vois, d'un coup j'aime les Bills. C'est bien.
Même sans Dan Morgan, je pense qu'ils auraient dit fuck les Patriots. Mais... Oui, mais en plus, il y a ça. Mais c'est parce que j'avais vu aussi des articles ressortir du fait, moi, de mon appétence pour les Patriots, qu'ils étaient intéressés par des profils de Liggett et par Coleman. Au final, ils sont partis sur un profil beaucoup plus petit. Mais voilà, c'est pour ça que l'option de 5e année, si ça a été confirmé par le front office des Panthers, tant mieux. Mais il y avait aussi cette interrogation-là. Après, au niveau de la draft, pour le coup, je rejoins en France. J'ai beaucoup aimé le 4e tour avec Ja'Tavion Sanders. Je vais parler d'abord de ses manques. Il est pas très bon bloqueur, et en même temps, je me dis que de toute façon, pour un tight end, c'est des choses qui peuvent s'apprendre. Tant que le tight end, il est sûr avec ses mains, qu'il a une amplitude de bras conséquente, et ça va devenir le meilleur ami d'un quarterback. Donc, en l'occurrence, j'ai regardé un petit peu le roster des Panthers. Je trouvais pas qu'il y avait un afflux de talent sur ce poste-là. Peut-être que Sanders va pouvoir être tight end voire tight end 2, voire tight end 1 très très rapidement. Donc je leur souhaite au 4e tour. Je trouve ça très bien. C'est à l'université sur les 2 dernières années, il culminait à plus de 600 yards. Donc s'il y a un receveur qui peut t'amener à 600 yards à l'année, tant mieux finalement. Et en regardant un petit peu, comme l'a dit France, Dave Canales, qui était du coup offensive coordinator chez les Buccaneers, Cade Otton, qui pareil en termes de talent, il est ce qu'il est, c'est un bon tight end, mais c'est pas un joueur élite. Il était 4e receveur des Buccaneers. Donc ça veut dire aussi que le plan de jeu de Canales, il sait faire avec des tight ends. Donc je pense qu'il va pouvoir profiter de la taille et de l'envergure de Sanders et de la sécurité de ses mains. C'est extrêmement important pour un tight end. Et puis, le jeu de bloc, comme l'a dit France, Canales, il veut le développer. Et ça sera au coach des tight ends de développer Sanders sur cet aspect-là. Et avant de te laisser la main, France dessus, parce que visiblement, Sanders, tu l'aimes beaucoup, la tight end room, elle fait pas peur. On va dire alors, tight end rookie, c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué, mais c'est Tommy Tremble et Ian Thomas, les 2 tight ends. Alors, Tremble, il est bon, je trouve, en end zone. Mais c'est à peu près tout. Après, je sais pas, j'ai pas nécessairement vu tous ces blocs. Donc, France, peut-être que tu as un peu plus d'opinion que moi sur Tremble, mais je trouve que c'est une room où, pour un 4e tour, tu as moyen de faire quelque chose dedans, quoi. Oui, c'est parfait. Ian Thomas, il est toujours là. Tous les fans se demandent ce qu'il faut encore là. Tous. Et on pense même qu'il a des dossiers sur David Tepper. Mais par contre, il s'est bloqué. Et encore, parfois, il se fait manger. Mais Tommy Tremble s'est bloqué. Donc, tu pourrais jouer aussi en 12 personnel, tu vois, avec Tremble et Sanders, et faire partir Sanders dans certains tracés qui peuvent être hyper sympas. Mais il va gagner sa place. Hein. Moi, j'y crois. Et pour Bryce Young de se dire, j'ai un nouveau running back, Feu Follet, j'ai un nouveau tight end qui est très sûr, et en plus, j'ai Deontay Johnson qui va permettre de faire des routes simples. Là, donc oui, Sanders, c'est très bien. Et puis là, je viens de percuter, mais du coup, ils ont pris Brooks au 2e tour, qui vient aussi de la même université que Sanders. Ouais, Texas. Donc voilà. Donc sur les tracés cross, eux, ils vont avoir leurs habitudes, quoi. Si Brooks il est en sortie de backfield et que du coup il doit croiser au milieu de terrain, pardon. Du coup, Sanders et Brooks, ils vont déjà avoir leurs habitudes. Ils savent à quel moment ils doivent un peu cut pour prendre in ou out. Donc c'est bien d'avoir aussi cette alchimie-là entre les 2 joueurs. Même si pour le coup, Brooks était ma partie un peu plus négative de la draft. Mais bon. Tout à fait. Ou certaines brèches à l'extérieur de course, par exemple avec un bloc en déplacement de Sanders. Enfin, tout ça, ils savent faire. Ils peuvent dire au coordinateur offensif, tiens, ça on connaît. Est-ce qu'il y a un choix, par contre, que vous avez moins aimé dans cette draft ? France, peut-être ? Moi, j'en ai parlé. C'est pas tant les choix, c'est plutôt le raisonnement. Plutôt le raisonnement. Après le reste, je regarderai sur le terrain. Moi, je suis pas assez fort là-dedans. PA. Moi, c'était Brooks, mais je vais y revenir. Et c'est vrai que de monter pour Liggett d'une place en perdant du coup 40 spots dans le trade avec les Bills, je trouve ça énorme. Je crois qu'ils sont passés les Bills ont récupéré le 160 et les Panthers le 200 des Bills. Ouais. Ça fait c'est 141. Ouais, c'est ça, donc c'est 60. 60. C'est ça, c'est 60. Donc ça fait quasiment 2 tours de draft. Je trouve ça énorme pour juste un spot.
pour le 32e choix. Après, on verra. Si ça fonctionne, tant mieux pour eux. Mais je trouve ça énorme de perdre 60 places, quasiment 2 tours de draft. Je trouve ça, bref. Et pour Brooks, c'est pareil, toujours prendre un running back au 2e tour. Il est blessé ou s'est blessé en fin de saison. Comment il va revenir? La running back room, elle était décente, on va dire. Sanders, il est ce qu'il est, mais on voit quand il n'y a pas une ligne offensive élite, il a un peu plus de mal. Mais je pense que ça, c'est un chapeau qu'il va falloir manger encore cette année, et puis l'année prochaine, merci pour les services, au revoir, quoi. Mais j'ai toujours du mal avec le running back au deuxième tour, mais bon, ça va être un choix, et si ça fonctionne, tant mieux. Mais oui, je pense qu'il y avait d'autres besoins en 46. Si tu devais justement trade up, tu montes un tout petit peu, tu récupères un cornerback, un des 2-3 meilleurs qui restait. Et là, du coup, ta draft, elle a déjà une tête un petit peu plus reluisante. Et oui, il y a un bon move quand même, et je terminerai là-dessus si tu me permets. C'est qu'en fait, dans le trade down au second tour, avant le trade up, dans le trade down, on récupère un second tour l'année prochaine qu'on n'avait plus. Oui, avec Bryce Young. Ouais. Et ça, je suis content quand même. J'étais content sur le coup. Toujours bien d'avancer sur quand tu peux descendre surtout quand ton objectif c'est un running back, de pouvoir descendre et de récupérer des assets pour les saisons prochaines. Toujours bien. Ouais. Mais on en avait parlé quand on avait fait les Bills. Je sais plus avec qui j'avais fait les Bills. Je crois que c'était avec Jérôme. Je crois. Je sais plus. Oui. On avait dit que ce move-là, justement, lors de la draft, le leur, de descendre d'une place et d'en gagner 60, c'était un des meilleurs moves de leur draft, pour avoir au final le joueur que tu veux. Donc c'est vrai que là, perdre 60 places, bon, un peu dommage, mais au final, tu te retrouves avec un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. Ta draft, elle est à peu près équilibrée. Et voilà, tu piques en 32 en espérant que dans quelques années tu pourras aussi piquer en 32, mais que ce soit ton propre choix parce que tu as gagné le Super Bowl. Que tout artiste t'entende. On va pouvoir aller tranquillement vers la fin de l'épisode. Franz, est-ce que tu te dirais, alors tous les besoins sont pas forcément complets parce que pour toi toute l'équipe était un besoin qu'il fallait changer, mais est-ce que tu es satisfait de cette intersaison de manière globale? Oui. Il y a 2 frayeurs que j'ai encore. Le poste de centre, quand même. C'est Austin Corbett qui va être le centre. Et derrière, on a uniquement un UDFA, donc Undrafted Free Agent, pour le remplacer. C'est tout. Donc moi, ça m'inquiète un peu. Austin Corbett, il est apparemment centre de formation. Mais il est bougé en garde dans toutes les équipes auxquelles il a joué. Donc ça veut dire qu'il n'a jamais gagné sa place en tant que centre. Et là, il va avoir des reps. Très bien. Mais alors, il se blesse, on est mort. L'alchimie se fait pas avec Bryce Young, on est mort. Et derrière, on n'a aucune solution de backup. Alors, il reste encore des free agents. Hein. On va peut-être faire un move. Mais ça me déplaît. Et puis, cornerback, j'aurais aimé qu'on solidifie un petit peu. Voilà, c'est un peu les 2 postes où je trouve qu'on est encore un peu léger. Oui, les besoins sont plutôt comblés. On l'a dit, mais c'est bien qu'ils aient adressé la ligne offensive. Du coup, je trouve que la ligne offensive a de la gueule pour l'année prochaine. En tout cas, on a le sentiment que Bryce Young va avoir un petit peu plus de temps pour lancer et on espère pour lui, il va prendre un petit peu moins de sacs. Du coup, ils se sont aussi un petit peu affaiblis en défense. Donc, est-ce que du coup, il y a un équilibre qui va être trouvé entre les deux teams? On va l'espérer. Mais en tout cas, bien considéré sur la partie offense, même à la draft. Très clair. Et pour la saison prochaine, on vise quoi? C'est au niveau bilan. Je commence par PA et ensuite Franz, tu concluras. Qu'est-ce que tu imagines comme saison pour eux? Moi, je me suis mis difficile à pronostiquer, mais dans l'absolu, c'est un petit peu secondaire. L'important pour les Panthers, c'est le développement et l'évolution de Bryce Young, l'intégration du nouveau head coach et du nouveau coach offensif, parce qu'il vient pas tout seul, Canales, il vient avec le coach des receveurs de Tampa Bay. Donc à voir si effectivement il va aussi pouvoir avoir sa patte sur les receveurs, pouvoir faire comme ce qu'il a fait avec Tampa Bay avec Goodwin et Evans.
Donc ça, c'est quelque chose qui va être à regarder. Et puis ce qu'on peut espérer, c'est que il marque beaucoup plus de points. Hein. Il y a eu les 2 derniers matchs l'année dernière. Alors je pense que l'équipe avait complètement lâché, mais ils font 0 points. Et je m'étais noté 11 matchs sur les 17, ils mettent 15 points au moins. Donc, je pense qu'il y a un vrai axe de progression à avoir là-dessus. L'idée de prendre en head coach un coach offensif, ça a du sens. Alors effectivement, il a fait ses preuves sur une saison avec Tampa Bay. Il y a d'autres coachs qui sont arrivés comme ça. Sean McVay est arrivé comme ça avec une étiquette de coach offensif à succès avec 1 ou 2 bonnes saisons, et on voit ce qu'il fait avec les Rams. J'espère pour les Panthers que Canales sera du même acabit, ou en tout cas fera évoluer très positivement cette attaque. Et puis que Ejiro Evero, qui était là l'année dernière en tant que coordinateur défensif, reste chez les Panthers cette année, et arrive à faire performer ou surperformer cette défense. Et puis écoute, si les deux sections, ou si l'attaque et la défense s'alignent, on peut espérer que du bien, parce que comme on l'a dit en tout début d'émission, on va revenir là-dessus, mais les Panthers, ils étaient considérés à un quarterback d'avoir une équipe contender. Donc, si tout match, pourquoi pas rêver? Mais c'est pour ça que je dis que pronostiquer pour l'année prochaine, c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération et sur lesquels on a des points d'interrogation actuellement. Ah, je l'aime bien, le nouveau. Je l'aime bien. On va te voir souvent en France, c'est bien. Si on a besoin par là que tu viennes, on pourra t'appeler facilement. On te dira PA, viens. Avec grand plaisir. Mais tu sais, je remonte le moral parce que c'est pareil, on a fini top 3, top 4, donc bon, on soutient dans la... Non, mais je t'enverrai un maillot. Non, mais t'as raison, cette saison est très très dure à pronostiquer. J'ai essayé quand même de préparer l'émission et de m'atteler à l'exercice, même si c'est beaucoup trop tôt de faire ça. Mais je pense qu'on va faire un 5-12, moi, typiquement. Et je serais pas surpris qu'on ait plusieurs matchs très serrés, tu vois, et qu'on soit au bord d'entre le 5-12 et 7-8 victoires. Mais au vu de la division, qui est quand même pas la plus forte, hein, on va pas se mentir. Mais je pense qu'on va faire 5-12, mais en faisant 3-0. En démarrant super fort. Parce qu'on sait très bien qu'au mois de septembre, généralement, les équipes fortes, elles démarrent lentement. Regardez Kansas City l'année dernière. Enfin, c'est souvent, c'est le moment où c'est un peu plus faible. Il y a 2 saisons, quand on fait 7-10, on démarre à 3-0. Alors là, c'était parti, quoi. Alors, on va gagner la division, machin, et puis on a failli aller en play-off. Bon, parce qu'on a une division très pourrie. Mais on démarre avec les Saints, on démarre avec les Chargers, on démarre avec les Raiders. Les Saints peuvent mal démarrer la saison et ça leur coûtera pas grand-chose pour le restant de la saison. Les Chargers, ils redémarrent, on sait pas du tout ce que ça va être. On pourrait très bien créer une surprise parce qu'ils sont pas encore appelés à un gym. Et les Raiders, la même chose. Donc là, il y a un monde où on peut démarrer à 3-0, puis après patatras, hein, je vous rassure, hein, on perd plein de matchs. Mais je trouve que c'est un scénario qui est plausible de finir à 5-12 en démarrant à 3-0. Mais encore une fois, comme dit PA, il y a tellement de questions qui méritent des réponses. Enfin, moi, j'ai quand même qu'une hâte, c'est de voir ce premier match début septembre et de voir ce que ça donne, évidemment. Moi, si t'es en positif à la bye, je suis pas surpris, au vu du calendrier. Ouais. Le 3-0, j'ai un peu du mal à y croire nécessairement, mais pourquoi pas. Le match contre Cincinnati, c'est votre match le plus dur de la première partie de saison. Et ensuite, c'est Chicago, Atlanta, Washington, Denver, Nouvelle-Orléans, les Giants à Munich. C'est autant la deuxième partie de saison, je la trouve beaucoup plus dure. Avec et encore, t'as Kansas, t'as Philadelphie, t'as Dallas, mais globalement, je trouve que le calendrier est assez clément avec vous. Et encore une fois, je pense que vous l'avez très bien dit tous les deux, le développement de Bryce Young et le développement de l'équipe de manière générale, c'est ça l'objectif plus qu'un bilan chiffré. Et je pense que tu as moyen de faire d'une pierre deux coups assez facilement cette saison. J'irai pas jusqu'à dire faire les playoffs, mais voilà, le 5, je le trouve... en fait, je le trouve réaliste, mais je pense que tu peux rêver un peu plus et être déçu. Mais tu sais pourquoi ? C'est parce que je me vois perdre les 2 matchs contre les Falcons. Ouais. En fait,
Je flippe des Falcons. Si ça clique avec Kirk Cousins, on est tous morts. On est tous morts. En termes de talent, c'est un cran au-dessus dans cette division. Je trouve, hein, après c'est mon avis. Donc si avec le changement de coach et un Kirk Cousins, il y a moyen que cette offense ça fasse mal à beaucoup de teams et surtout dans notre division. Donc voilà, c'est ça qui je ne vois pas gagner quand même beaucoup de matchs, mais ça peut être serré. Voilà, ça peut être serré dans certains matchs quand même. Si l'attaque clique avec les différents changements que vous avez fait au niveau que ce soit, t'as tout fait en tout cas pour que tu aies une saison meilleure. T'as pas trop touché à ta défense, un petit peu quand même, mais pas trop. Du moins t'as bien remplacé. Au niveau de l'attaque, tu t'es refait une ligne quasiment et t'as changé ton corps de receveur. Un nouveau running back, t'as tout pour avoir une équipe avec un look complet. Et quid du left tackle et quid des blessures. Voilà, ça va être un petit peu ça pour notre offense, je pense. Ouais, les blessures, de toute manière, ça c'est vraiment la chose que tu ne peux absolument pas contrôler malheureusement. Est-ce que Franz, tu as un dernier mot pour conclure cet épisode ? Non, merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis, keep pounding, comme on dit chez moi. Keep pounding, exactement. Du coup, on rappelle que Franz, on peut te suivre à Franz, avec un Z, hein, et pas France, mais Franz. Oui. Franz_Panthers sur Twitter. On peut également te suivre avec les copains de Fantasy Ballers pour Fantasy Ballers F sur Twitter. Vous pouvez les suivre également au niveau du podcast qui est dans la description de l'épisode et dans la description notamment Spotify des différents épisodes. Et Panthers France que voilà, vous pouvez aller suivre, et le Poundcast, on keep pounding avec le Poundcast du côté de Charlotte en Caroline du Nord. PA, merci également de nous avoir accompagnés encore une fois. Merci à vous deux. Ça fait très plaisir. Je rappelle que vous pouvez nous suivre le front office à peu près partout, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch. Et sûrement d'autres endroits. N'hésitez pas, mais je crois pas. Je crois qu'on a un compte TikTok, mais juste pour avoir le handle de près. Mais peut-être un jour, on sait pas. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre et de mettre un petit commentaire si l'épisode vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque là, ça nous fera plaisir. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Le prochain épisode, pour ceux qui ont envie de savoir et qui n'ont pas envie d'attendre nécessairement 2 jours, le prochain épisode sera sur les Bears. Voilà. Normalement, si, c'est bien ça. Ce sera les Bears. Et donc, bonne journée à tous et vive le football.